Alors, bonjour à tous, bienvenue encore une fois aux conférences mémorables. Pour ceux qui ne me connaissent pas pour les 4 dernières années, je suis Noa Bengaya, directrice recherche et développement qualité des services à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer et j'aurai le plaisir d'animer et de modérer le webinaire d'aujourd'hui. Alors, les conférences mémorables sont rendues disponibles grâce au soutien financier d'Eli Lilly, le consortium canadien sur la neurodégénérescence et le vieillissement, et donc plus connu sous le CCNV, et à la collaboration de Brain Exchange et la Société Alzheimer du Canada. Alors, nous allons tout d'abord commencer par la logistique et les petits détails techniques. Donc, le son est obtenu grâce à votre système de son intégré à votre ordinateur ou via votre ligne téléphonique. Vous avez tous également été mis en sourdine dès que vous êtes rentrés dans le webinaire, donc pour éviter les interférences et également la conférence d'aujourd'hui. Afin de respecter également l'horaire du webinaire, donc notre conférencier présentera pendant plus ou moins 45 minutes avec donc une période de questions-réponses à la fin. Donc, n'hésitez pas à utiliser la boîte de dialogue ou encore vraiment la boîte de questions-réponses pour poser vos questions et puis on prendra le temps donc d'y répondre à la fin de la présentation. Alors, sans plus attendre, permettez-moi de vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, qui est donc Dr Sébastien Grenier. Dr Grenier est psychologue clinicien, chercheur au Centre de recherche de l'Institut universitaire de gériatrie de Montréal, le CRI-UGM, et professeur au département de psychologie de l'Université de Montréal. Il a fondé en 2013 le laboratoire d'études sur l'anxiété et la dépression gériatrique, communément appelé LEADER. Les études menées au LEADER visent à améliorer l'efficacité des thérapies psychologiques sans médicaments, spécifiquement conçues pour soulager l'anxiété et la dépression chez les personnes âgées. Il a aussi cofondé en 2019 la clinique Bien Vieillir, qui est située à Saint-Lambert, sur la rive sud de Montréal. Cette clinique offre également des services psychologiques aux personnes de 50 ans et plus. Alors, merci Dr Grenier d'avoir accepté notre invitation. Je vous donne tout de suite la main pour que vous puissiez partager votre écran. Okay. Merci pour l'invitation. Je vais partager mon écran. Ça devrait fonctionner. Juste un petit délai. Est-ce que vous voyez mon écran? J'imagine que oui. Oui, tout à fait. Donc, si vous pouviez juste le mettre en... Excellent, parfait. Comme ça, OK. Merci. Donc, le reste... OK. Donc, merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi pour discuter, présenter un sujet qui me tient à cœur. En fait, c'est mon domaine d'expertise, la santé mentale chez les personnes âgées. Aujourd'hui, ma présentation va porter sur l'anxiété et la détresse des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, aujourd'hui, vous allez apprendre à identifier les symptômes d'anxiété chez les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, différencier les symptômes anxieux des symptômes dépressifs. Vous allez voir tantôt que ce n'est pas facile de différencier les deux. C'est déjà compliqué chez des personnes âgées sans troubles cognitifs, donc chez des personnes âgées atteintes de troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer, c'est encore plus compliqué. Et vous allez apprendre quelques trucs pour soulager les symptômes anxieux. Donc, tout d'abord, d'entrée de jeu, j'aime bien présenter cette diapo qui, selon moi, permet d'expliquer, de bien comprendre les symptômes de la maladie d'Alzheimer. Pour moi, il y a 3 catégories de symptômes. Les symptômes comportementaux, par exemple, la résistance face aux soins, l'errance, donc des symptômes que vous connaissez déjà. Les symptômes cognitifs, c'est les plus connus de la maladie d'Alzheimer, les pertes de mémoire, les difficultés d'orientation. Et les symptômes psychologiques, donc les symptômes d'anxiété, de dépression, agitation, agressivité, apathie, etc. Donc, vous voyez devant vos yeux plusieurs flèches qui clignotent dans tous les sens. C'est tout simplement pour illustrer que ces symptômes-là s'inter-influencent. Donc, si j'ai beaucoup de symptômes psychologiques, nécessairement, ça va influencer mes symptômes comportementaux et mes symptômes cognitifs. Également, j'attire votre attention sur le fait que les symptômes comportementaux, psychologiques et psychologiques sont souvent reliés, pas reliés, c'est-à-dire, mais sont souvent mis ensemble lorsqu'on définit les symptômes de la maladie d'Alzheimer, donc sous l'appellation SCPD ou symptômes neuropsychiatriques. Moi, je les ai séparés ici pour ma présentation parce que c'est quelque chose que je fais au niveau de la pratique clinique. J'essaie de séparer les symptômes comportementaux des symptômes psychologiques, mais l'important ici à retenir, c'est que tous ces symptômes-là sont interreliés.
Et le stress, donc là, c'est l'objet de ma présentation, le stress, l'anxiété. Tous ces symptômes-là sont également intensifiés par la présence de stress. Donc, le stress que les personnes âgées vivent intensifie la présence, la sévérité de ces symptômes-là. Donc là, c'est facile d'imaginer qu'en période de pandémie comme actuellement, donc il y a beaucoup de stress vécu par l'entourage, beaucoup de stress vécu par les personnes âgées. Donc, ça fait en sorte que ça peut aggraver les symptômes qui sont présents. Donc aussi, le message à retenir ici, c'est que c'est une cible d'intervention. Donc, le stress pourrait donner une bonne cible d'intervention pour essayer de réduire l'impact du stress sur ces symptômes-là. Puis, je vais en parler un peu plus en détail tantôt. Donc, juste rapidement illustrer les effets du stress sur le cerveau. Donc, le stress chronique, donc quelqu'un qui vit constamment une situation de stress, comme présentement en période de pandémie, c'est quelque chose qui dure depuis plusieurs mois, mais supposons que c'est quelque chose qui se prolonge encore pendant plusieurs mois. Donc, il y a des effets notables au niveau du cerveau. Sécrétion du cortisol. Le cortisol, vous le savez, c'est la principale hormone du stress. Le cortisol, lorsqu'il est sursécrété, vient se fixer dans certaines zones du cerveau. On appelle ça les zones sensibles, comme le cortex préfrontal. Donc, ça, c'est la partie frontale du cerveau, comme vous voyez sur l'image, qui est responsable de l'encodage de l'information et de la régulation des émotions, notamment. Il y a l'hippocampe, le siège de la mémoire. Il y a l'amygdale, que vous voyez également sur l'image, qui est le siège des émotions. Donc, il y a du cortisol qui vient se fixer un peu partout dans ces zones-là et qui vient altérer le bon fonctionnement de ces zones-là. Donc, ce qui fait en sorte que si la personne n'a pas de troubles cognitifs ou de maladies reliées à une dysrégulation émotionnelle, le fait de vivre beaucoup de stress peut augmenter les risques d'apparition de ces maladies-là. Puis si la personne présente déjà ces maladies-là, le fait de vivre beaucoup de stress chronique vient encore une fois intensifier la présence des symptômes d'anxiété, de dépression ou les symptômes qui sont présents au niveau de la maladie d'Alzheimer. Maintenant, définition du stress. Avant que je vous parle d'anxiété, c'est important de bien comprendre c'est quoi le stress rapidement. C'est des réactions physiologiques de l'organisme face à un danger ou une menace pour la survie. Donc, la menace peut être soit réelle. Je sors de chez moi, je vois un ours. Mon système d'urgence et le système sympathique se met en branle pour me préparer à faire face au danger. Ou la menace peut être perçue. J'imagine que l'ours pourrait être là, mais l'ours n'est pas là présentement. Donc, dans les deux cas, le système ne fait pas la différence entre une menace qui est réelle et une menace, c'est-à-dire qui est perçue, et le système d'urgence va s'activer pour préparer l'organisme à faire face au danger. Pourquoi l'ours nous fait-il peur? Tout d'abord, le contrôle est faible. On n'a pas beaucoup de contrôle sur l'ours. On ne sait pas trop comment il va réagir. C'est imprévisible un ours. On ne sait pas trop comment il va se comporter. C'est nouveau, donc sauf si vous êtes habitué de croiser des ours sur votre chemin, ce qui est très rare, c'est quelque chose de nouveau. Et notre ego est menacé, notre survie est menacée. Donc ici, vous avez les ingrédients du stress. On dit souvent que le stress, c'est du ciné. C'est une façon de retenir cet acronyme-là. Donc, ça prend un seul de ces ingrédients-là pour provoquer une réaction de stress chez l'être humain. Donc, présentement, en période de pandémie, tous ces ingrédients-là sont là. On ne sait pas comment la pandémie va se terminer. Il y a beaucoup de nouveautés, un peu moins qu'au début, mais il y en a encore beaucoup. Notre ego est menacé, etc. Donc, rappelez-vous que n'importe quelle situation qui présente au moins un de ces éléments-là peut déclencher du stress chez les personnes âgées, notamment les personnes âgées souffrant de troubles cognitifs. Donc, maintenant, c'est quoi la différence entre stress et anxiété? Une façon simple de comprendre les deux, c'est que le stress, c'est des réactions physiologiques, puis l'anxiété, c'est on anticipe des dangers. Donc, le stress se transforme en anxiété lorsque les symptômes deviennent disproportionnés par rapport à la menace qui est présente. Soit les personnes anxieuses vivent constamment dans le futur, donc anticipent des catastrophes, anticipent des dangers, soit que l'ours n'est pas là puis je continue d'avoir peur, ou soit que l'ours est dans une cage mais je continue d'avoir peur. Donc, autrement dit, la menace est toujours présente, mais mes réactions sont disproportionnées par rapport à la menace qui est présente. Donc, c'est des gens qui vivent constamment dans le futur, qui anticipent des dangers, les personnes anxieuses. Les principaux symptômes d'anxiété chez les aînés sans troubles cognitifs, c'est les inquiétudes excessives. Si je sors de chez moi, je pourrais tomber, chuter, je pourrais me blesser. Si je prends ma voiture, je pourrais avoir un accident. Si mes enfants sortent, ils pourraient se blesser. Puis là, il y a des scénarios catastrophiques qui partent. Donc, c'est pour ça que j'ai mis l'image d'un petit hamster. Hein. Le petit hamster court dans la tête.
C'est une façon d'imaginer c'est quoi une inquiétude. Il y a des tensions musculaires, de l'irritabilité, de la fatigue, des pertes de concentration et des problèmes de sommeil chez les personnes anxieuses. Personnes âgées anxieuses sans troubles cognitifs. Au niveau de l'anxiété chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, MA, ça veut dire maladie d'Alzheimer, le premier constat, c'est que les symptômes sont similaires. Donc, comparativement aux symptômes âgés sans troubles cognitifs, il y a beaucoup de symptômes similaires. Deuxième constat, c'est souvent sous-diagnostiqué pour différentes raisons. En fait, il y a 3 raisons. Les chercheurs, les cliniciens ne s'attendent pas trop sur comment définir l'anxiété chez les personnes avec des troubles neurodégénératifs. Il n'y a aucun critère diagnostique spécifique aux personnes atteintes de la MA concernant l'anxiété, contrairement aux troubles dépressifs. Il y a des nouveaux critères qui sont sortis spécifiques aux personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Pour l'anxiété, on n'est pas du tout rendu là. C'est facile de confondre l'anxiété avec d'autres symptômes neuropsychiatriques comme l'agitation. En fait, l'agitation et l'anxiété, c'est souvent mélangé. La dépression, l'irritabilité, les problèmes de sommeil. Tantôt, je vais vous donner quelques petits trucs pour différencier anxiété de dépression. Et c'est difficile d'évaluer chez la personne en perte d'autonomie. Il y a des pertes de mémoire, des pertes de langage. Donc, on n'a pas toujours accès au contenu, au vécu émotionnel de la personne âgée qui est en perte cognitive. Et l'anxiété peut être vue comme un symptôme de démence, donc pas un trouble séparé. Donc, si c'est vu comme un symptôme de démence, on ne va pas nécessairement le traiter à part entière. C'est vu comme faisant partie de la démence, donc c'est vu comme étant, c'est pas vu comme un trouble séparé, alors qu'on sait fort bien que ça peut être un trouble séparé, l'anxiété chez les personnes âgées souffrant de démence. Troisième constat, c'est fréquent. En fait, un des symptômes neuropsychiatriques le plus fréquent chez ces gens-là, c'est l'apathie, suivi de la dépression. Et en troisième position, c'est l'anxiété, selon les études, selon ce qu'on voit en clinique. Donc, c'est un symptôme assez fréquent. Au niveau de l'anxiété sous-clinique, ce que je veux dire par anxiété sous-clinique, c'est la présence de symptômes anxieux, mais qui sont en nombre insuffisant pour avoir un diagnostic de trouble psychiatrique, de trouble d'anxiété selon le DSM. Donc, c'est 25 à 70 des personnes atteintes de la MA qui souffriraient d'anxiété sous-clinique. À titre comparatif, c'est à peu près 25 chez les personnes âgées sans troubles cognitifs. Donc, c'est beaucoup plus élevé, l'anxiété sous-clinique, chez les personnes âgées avec des troubles cognitifs. Concernant l'anxiété clinique, ça, c'est l'anxiété qui remplit les critères du DSM. Ça varie de 5 à 20 selon les études. Donc, c'est une personne sur 5 qui aurait un trouble d'anxiété clinique. Chez les personnes âgées sans troubles cognitifs, ça varie à peu près entre 6 et 8 Donc, encore une fois, c'est beaucoup plus élevé chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Le plus fréquent serait le trouble d'anxiété généralisée caractérisé par des inquiétudes excessives difficiles à chasser. Puis, les symptômes d'anxiété seraient présents, l'anxiété serait présente dès les premiers stades de la maladie, puis même parfois plusieurs années avant l'apparition des premiers symptômes cognitifs, un peu comme la dépression. Hein. Souvent, c'est ce que les gens vont remarquer chez leurs proches. Mon père n'était pas anxieux, n'était pas dépressif, puis subitement, il est devenu anxieux, il est devenu dépressif sans qu'il y ait de raison apparente. Puis si on suit ces gens-là au fil des années, on peut s'apercevoir que c'était les premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer qui se présentaient sous forme de symptômes neuropsychiatriques. Donc, plusieurs années avant l'apparition des premiers symptômes cognitifs. Quatrième constat. Donc là, on a vu que c'est sous-diagnostiqué, que c'est fréquent. Le quatrième constat, c'est sérieux. C'est quelque chose qui est quand même assez sérieux. Il y a plusieurs conséquences, en fait, associées à la présence d'anxiété chez les personnes souffrant de démence. Donc, une accélération du déclin cognitif. Le fonctionnement quotidien est perturbé encore plus. Il y a une augmentation des risques de souffrir de dépression parce que souvent, l'anxiété va précéder la dépression. Il y a une diminution de la qualité de vie et une augmentation du fardeau pour l'entourage. Donc, les proches aidants qui suivent une personne, qui accompagnent une personne dans sa maladie d'Alzheimer, c'est déjà très difficile. La maladie d'Alzheimer, c'est encore plus difficile s'il y a présence de symptômes d'anxiété. Facteur de risque également. Oui, il y a des conséquences associées à la présence d'anxiété, mais un peu comme mon schéma tantôt qui illustrait que le stress pouvait augmenter le risque d'avoir des maladies neurodégénératives, c'est la même chose pour l'anxiété. Il y a plusieurs études, plusieurs méta-analyses qui démontrent que la présence d'un trouble d'anxiété, même de l'anxiété sous-clinique, augmente les risques de développer de maladie d'Alzheimer plusieurs années après, en contrôlant pour l'âge, le sexe, le niveau d'éducation et la présence de dépression. Donc, ici, je rapporte les résultats d'une méta-analyse publiée en 2018.
7 études, 26 000 sujets, puis les gens avec de l'anxiété avaient 53 plus de risque de développer une maladie d'Alzheimer que les gens ne présentant pas de troubles d'anxiété, en contrôlant pour toutes les variables que vous voyez devant vos yeux. Donc, maintenant, on peut se questionner sur les sources d'anxiété chez les personnes atteintes de l'AMA. Retenez ce que j'ai dit tantôt, le stress, c'est du ciné. Donc, aussitôt qu'une situation présente un de ces ingrédients-là, contrôle faible, imprévisibilité, nouveauté, ego menacé, ça prend un seul ingrédient pour déclencher une réaction de stress. Et si la réaction de stress devient chronique, disproportionnée, elle est là depuis longtemps, que la personne commence à anticiper des dangers, donc c'est suffisant pour expliquer l'anxiété vécue par ces personnes-là. En fait, le modèle du ciné s'applique à n'importe qui, à vous, à moi, tous les êtres humains. Donc, c'est notre façon de réagir au stress. C'est que les personnes âgées avec des troubles cognitifs sont encore plus sensibles à ce genre de situation-là. Donc, ça peut être également expliqué par des réactions face aux pertes qui s'accentuent. Donc, la personne qui vient d'apprendre qu'elle a la maladie d'Alzheimer, ce n'est pas facile à accepter. Il y a un deuil à faire, beaucoup de deuil à faire, beaucoup de pertes qui s'en viennent. Donc, il y a beaucoup d'anxiété existentielle chez ces gens-là. Vous avez sûrement déjà vu ça dans votre pratique. Il y a donc les pertes de mémoire, les pertes d'habileté. La personne qui aimait s'habiller, ça devient de plus en plus difficile de s'habiller. Au niveau de la conduite automobile également. Donc, ça, c'est une source d'anxiété assez importante chez ces patients-là. Le fait d'être plus en mesure de communiquer avec les autres. Donc, ça, c'est un peu plus loin au niveau dans les stades de la maladie. Ce n'est pas au début, mais c'est quelque chose qui s'en vient. Donc, les gens anticipent ça. Donc, des pertes d'autonomie, des pertes d'estime de soi, la perte de l'espoir également. Donc, puis le sens de ce que nous sommes et du monde qui nous entoure. Donc, au fur et à mesure que la maladie avance, la vie devient de plus en plus difficile à comprendre pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Puis ça, c'est une source d'anxiété super importante. Également, il y a tout ce que nous appelons la réaction face aux stimuli de l'environnement, donc la présence de bruit dans l'environnement, la présence de foule, les changements au niveau de la routine quotidienne, donc la nouveauté, tout ce qui est imprévisible, tout ce qui est dérangeant. Donc ça, c'est des sources d'anxiété assez importantes chez ces personnes-là. Donc c'est pour ça que c'est important avec ces gens-là, vous le savez, d'essayer de mettre en place une routine quotidienne pour que la personne se sente en sécurité pour diminuer la source de stress et possiblement l'anxiété qui est ressentie. Une autre façon de comprendre les sources de stress, les sources d'anxiété, stress, vous avez compris, c'est un peu la même chose que l'anxiété. Stress, ça fait référence aux réactions physiologiques, tandis que l'anxiété, ça fait plus référence aux anticipations catastrophiques. Mais à l'intérieur de l'anxiété, il y a du stress parce que l'anxiété, c'est aussi des réactions physiologiques. Donc, une autre façon de comprendre, d'écrire ces sources-là, c'est de les diviser en deux catégories. Il y a les sources intrapersonnelles et les sources interpersonnelles. Je vous présente ce tableau-là parce que je le trouvais intéressant, donc ça permet de bien comprendre tout ça. Au niveau des sources intrapersonnelles, il y a le présent, donc l'anxiété à propos du diagnostic. Qu'est-ce qui va m'arriver? Ou qu'est-ce qui m'arrive présentement? La personne se pose beaucoup de questions. Ça peut être orienté plus futur également, donc l'anxiété à propos de la progression de la maladie, qu'est-ce qui va m'arriver? Au niveau interpersonnel, ça dit interpersonnel, c'est en relation avec les autres. Donc, les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer se posent beaucoup de questions sur les autres également. Comment les autres vont réagir à ma maladie? Est-ce que les autres vont avoir des attitudes condescendantes face à moi parce que je suis en train de perdre l'autonomie, puis ils vont essayer ils vont avoir des attitudes condescendantes en me disant quoi faire, puis en me disant que je ne suis plus capable de faire ça. Et également, est-ce que je vais devenir un fardeau pour mes proches? Donc ça, c'est un questionnement qui est très, très, très fréquent et qui est une source d'anxiété assez importante chez ces gens-là. Donc, je disais tantôt, un des premiers constats que l'anxiété est similaire chez les personnes atteintes de démence comparativement aux personnes sans troubles cognitifs. C'est vrai, mais il y a certaines particularités. Donc, ici, vous avez des réactions anxieuses typiques face aux pertes vécues pour les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, mais à un stade léger, donc au début de la maladie. Il y a des inquiétudes, il y a de l'insécurité, le refus de recevoir les soins également, c'est une des manifestations d'anxiété chez ces personnes-là. La réduction des activités quotidiennes, donc quelqu'un qui prenait des marches, puis là, du jour au lendemain, elle arrête de prendre des marches.
Donc, ça peut être l'anxiété qui explique ça. Repli sur ça, de l'auto-isolement, la personne va commencer à s'isoler d'elle-même, se replier, rester dans son coin. Donc, ça fait partie des symptômes, des réactions anxieuses typiques chez les personnes en début de maladie. Chez les gens qui sont rendus au stade modéré, stade avancé, il peut y avoir de la paranoïa. Donc, les gens peuvent commencer à accuser les autres de les voler. Donc, ça peut être un symptôme d'anxiété, une réaction anxieuse. La peur de se retrouver seul ou de se faire abandonner par les proches. Donc, souvent, on va voir les patients Alzheimer suivre à la trace le proche aidant ou suivre à la trace le personnel soignant. Donc, ça fait... Et une des raisons qui motive tout ça chez ces gens-là, c'est la peur de se faire abandonner, la peur de se retrouver seul. Donc, il y a de l'anxiété qui est cachée derrière tout ça. Et la recherche excessive de réconfort, donc poser 15 fois les mêmes questions, même plus que ça, les appels téléphoniques répétitifs. Donc, recherche excessive de réconfort. Donc, ce n'est pas juste une question, c'est plusieurs questions, parce que ces gens-là perdent la notion, perdent l'orientation, ils ne savent plus trop où aller, ils sont un peu perdus, ils comprennent de moins en moins bien le monde qui les entoure. Donc, c'est tout à fait normal de chercher du réconfort, mais ça devient très, très, très répétitif. Donc, il y a beaucoup d'anxiété associée à ça. Les autres symptômes, c'est des choses que vous voyez souvent dans votre pratique probablement. Il y a les cris persistants, donc beaucoup de cris, palpitations cardiaques, des plaintes de douleurs vagues difficilement identifiables, des tremblements, des problèmes de sommeil. Donc, ça fait partie des réactions typiques, des réactions anxieuses typiques chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer. Donc, maintenant, anxiété versus dépression. La première chose à savoir, c'est que c'est des troubles qui sont très, très, très reliés chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc, de 65 à 75 des personnes MA, c'est-à-dire que la maladie d'Alzheimer, qui sont anxieuses, souffrent également de dépression. Il y a même des chercheurs qui s'interrogent à l'idée de séparer ces deux troubles-là. Donc, pour certains chercheurs, certains cliniciens, c'est vu comme étant une seule et même entité, l'anxiété et la dépression, chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Chez les personnes âgées sans troubles cognitifs, je vous dirais que l'anxiété est souvent associée à la dépression, mais c'est une association qui est beaucoup moins forte que chez les personnes âgées atteintes de troubles cognitifs, notamment la maladie d'Alzheimer. Donc, une façon de distinguer les deux assez simple, l'anxiété, je le dis depuis tantôt, c'est on anticipe le pire, on voit des dangers, on grossit des dangers, tandis que la dépression, c'est plus un retour dans le passé. Donc, on appelle ça des ruminations dépressives, c'est-à-dire que la personne se compare à comment elle était dans le passé, mais de façon négative. J'étais capable autrefois, je suis incapable présentement. Ou voit l'avenir de façon très négative. Donc, avec les symptômes neuropsychiatriques qui évoluent, les symptômes cognitifs qui évoluent, c'est facile d'imaginer que ça peut être difficile de voir du positif dans l'avenir. Mais ces gens-là, s'il y a des symptômes dépressifs, c'est quelque chose qui les empêche de fonctionner. Là. Donc, ce n'est pas juste j'y pense une fois de temps en temps, c'est que ça fait partie constamment de mes pensées et je vois seulement du noir dans mon avenir et je me compare à comment j'étais dans le passé, mais de façon négative. Une autre façon de distinguer les deux, c'est au niveau des types de symptômes qui sont présents. L'anxiété, il y a beaucoup d'hypervigilance. Donc, on est constamment sur les aguets. On surveille tout ce qui se passe autour de nous. Beaucoup de nervosité, beaucoup d'agitation, des tensions musculaires. Au niveau de la dépression, il y a de la tristesse, mais il faut faire attention chez les personnes âgées, plus âgées. La tristesse n'est pas toujours présente, même s'il y a une dépression majeure. Donc, la perte de motivation est un indice beaucoup plus fréquent, beaucoup plus présent que peut-être une dépression que la tristesse en soi. Donc, il faut plus se fier à la perte de motivation. Et là, le gros défi, c'est perte de motivation, ça vient souvent avec une perte d'intérêt, mais il y a également l'apathie dans le portrait. Donc, ce n'est pas toujours évident de départager les symptômes dépressifs des symptômes apathiques. Je vous dirais une façon de distinguer les deux, c'est que lorsque de la souffrance, lorsque la personne en perte d'autonomie souffre, vous voyez qu'elle souffre, puis elle vous dit qu'elle souffre, puis son entourage dit qu'elle souffre, puis une perte de motivation, plus tous les symptômes que je viens d'énumérer, c'est probablement plus une dépression que de l'apathie, parce qu'au niveau de l'apathie, ce n'est pas tant la personne âgée qui souffre, mais plus l'entourage. Hein. C'est un ralentissement psychomoteur, l'apathie, la personne a la difficulté à se mettre en action. Et donc, c'est comme si on essaie de la faire bouger, mais la personne ne bouge pas, il n'y a rien qui l'intéresse. Donc, c'est plus l'entourage qui souffre de ces comportements-là que la personne
comme telle. Vous voyez devant vos yeux des symptômes qui sont en rouge, fatigabilité, irritabilité, agressivité, difficulté de concentration et insomnie. C'est des symptômes qui sont partagés entre l'anxiété et la dépression. C'est pour ça que ce n'est pas toujours facile de faire un bon diagnostic différentiel. J'attire votre attention sur l'insomnie. Une petite particularité, si c'est de l'anxiété, c'est souvent de l'insomnie de transfert. Ce que je veux dire par là, c'est de la difficulté à s'endormir le soir parce qu'on est trop activé. Notre système sympathique, notre système d'urgence est actif. Tandis qu'au niveau de la dépression, c'est surtout ce qu'on appelle en anglais le early bird insomnia. Donc, c'est des gens qui se réveillent tôt le matin. Donc, ça, c'est plus un symptôme typique d'insomnie à la cause d'une dépression. Tandis que pour les personnes anxieuses, c'est plus de l'insomnie de transfert habituellement. Donc, maintenant, les interventions suggérées pour soulager l'anxiété. Donc, la principale cible d'intervention, comme vous voyez sur la diapo, devrait être le stress. Comme j'ai dit tantôt, la présence de stress chronique vient intensifier tous les symptômes qui sont présents au niveau de la maladie d'Alzheimer, autant les symptômes comportementaux, les symptômes psychologiques et les symptômes cognitifs. Donc, on devrait essayer de minimiser le stress vécu par la personne atteinte de troubles cognitifs. Comment on fait ça? C'est pas facile, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. On essaie d'augmenter le contrôle chez la personne qui est en perte cognitive. On essaie de miser sur ses forces. Depuis tantôt, je nomme seulement des pertes qui sont associées à la maladie d'Alzheimer, mais il y a beaucoup de forces. Ces gens-là sont toujours capables de faire quelque chose. C'est sûr qu'au fur et à mesure que la maladie progresse, c'est plus difficile d'amener ces gens-là à faire des choses. Mais en début de maladie, donc, c'est de se questionner quelles sont les forces de la personne, qu'est-ce qui est toujours en mesure de contrôler dans sa vie et lui permettre de contrôler ce que la personne est en mesure de contrôler. Également, il faut réduire l'imprévisibilité et la nouveauté. Donc, comment on fait ça en début de maladie? On fait beaucoup de psychoéducation. Donc, on doit informer le patient, c'est quoi son diagnostic, c'est quoi la progression typique de la maladie, qu'est-ce qui s'en vient. On doit informer également le proche aidant. On essaie d'établir une routine quotidienne donc, pour réduire au maximum l'imprévisibilité et la nouveauté, sachant que c'est des sources de stress assez importantes chez ces gens-là. Donc, je vous rappelle, s'il y a beaucoup de stress, ça peut amener à de l'anxiété, de la dépression, donc il faut faire attention. C'est pour ça que c'est important de cibler le stress dès le départ. Également, réduire les menaces face à l'ego. Donc, on protège la personne. C'est important que ces gens-là se sentent en sécurité, sentent qu'ils évoluent dans un environnement sécuritaire, qu'on est là pour les protéger. Donc, c'est important de les réconforter, de dire qu'on est là pour eux, qu'on va tout faire pour les aider. Ils doivent se sentir protégés pour réduire au maximum les menaces face à l'ego. Donc, juste revenir. Donc, vous voyez, c'est les ingrédients du stress, hein, c'est du ciné. Donc, on essaie, autrement dit, de mettre en place des interventions, des stratégies qui vont essayer de réduire l'impact du stress dans la vie de la personne qui souffre de troubles cognitifs. Ce n'est pas évident. Les proches aidants vivent beaucoup de stress, puis on sait que le stress est contagieux. Donc, plus que le proche aidant est stressé, plus que la personne atteinte devrait être stressée ou va être stressée. Et l'inverse est aussi vrai. Donc, c'est important que les proches aidants également apprennent à bien gérer leur stress pour ne pas que ce stress-là se transfère chez la personne qui est atteinte. Parce que c'est quelque chose qu'on peut ressentir dans les dyades aidé-aidant. Donc, s'il y en a un des deux qui vit, un des deux parties, j'ai la misère à parler, vit un niveau de stress élevé, donc ça peut avoir une répercussion sur le niveau de stress de l'autre personne. Donc, c'est important que l'approche soit individualisée également. Comme je disais tantôt, il y a plusieurs sources d'anxiété, beaucoup de sources de stress. Donc, il faut se questionner, chez cette personne-là, ça serait quoi la meilleure intervention possible? Et la réponse n'est pas nécessairement la meilleure intervention possible chez l'autre personne juste à côté. Pourtant, c'est deux personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, mais chaque personne a sa particularité. Donc, c'est pour ça qu'idéalement, ça fait une approche individualisée. Il faut se questionner, c'est quoi les sources d'anxiété? Y a-t-il beaucoup de bruit dans son environnement? Est-ce qu'il y a de la douleur ou des douleurs mal gérées? Est-ce qu'il y a eu un changement récent dans sa routine quotidienne? Est-ce qu'il y a beaucoup d'imprévisibilité, de la nouveauté? Donc, tout ce que j'ai nommé depuis tantôt, on doit se questionner
Et c'est à partir de nos réponses à nos questions qu'on est en mesure de mettre en place une approche individualisée qui est personnalisée à la personne devant nous. Ça, c'est super important. Donc, je continue au niveau des interventions suggérées pour soulager l'anxiété. Donc, ici, ça va de soi, là, mais ça prend une écoute empathique. On essaie de normaliser les craintes de la personne. On essaie de valider ses émotions. Donc, une personne qui est en crise, une personne souffrant de maladie d'Alzheimer qui est en crise, qui est en train de crier. Donc, il y a des raisons pour ça. Il faut vraiment se questionner, s'asseoir, observer. Qu'est-ce qu'elle essaie de nous communiquer présentement? Qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire? Est-ce qu'elle a mal quelque part? Est-ce qu'il y a eu un changement dans son environnement? Et c'est comme ça qu'on est capable de mieux comprendre la personne puis pour pouvoir mieux l'aider. Des aides-mémoire également, il semblerait que c'est quelque chose d'efficace. Donc, effectivement, c'est efficace pour l'avoir essayé avec certains de mes patients. Donc, c'est des gens qui sont en perte d'autonomie, il y a des pertes de mémoire, donc le fait d'avoir des aides-mémoire un peu partout dans la maison, ça peut aider. Donc, le fait de se rappeler des choses, d'avoir des rappels sur son téléphone, d'avoir des rappels automatisés. Donc, c'est le genre de choses qui peuvent, le genre d'intervention qui peut réduire de beaucoup le niveau de stress et l'anxiété chez la personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Des activités plaisantes également. Donc, l'idée, c'est d'amener la personne à changer ses idées. Donc, écouter de la musique apaisante, marcher en plein air, regarder un album de photos. Donc, il y a des souvenirs positifs, puis ça fait appel à des souvenirs plus anciens. Donc, on sait que les souvenirs anciens sont préservés beaucoup plus longtemps de la maladie d'Alzheimer que les souvenirs récents. Donc, ça peut être très, très, très curatif, très, très soulageant pour la personne de regarder des albums de photos. On peut utiliser des techniques de relaxation, de respiration comme la respiration yoga. Donc, ça peut être très efficace avec ces gens-là. Début de maladie, un peu plus loin dans la maladie, c'est quelque chose qui a été démontré efficace pour réduire le niveau d'anxiété chez les personnes atteintes de démence. Tout ce qui est contacts sociaux également, là, c'est un peu plus difficile en période de pandémie parce qu'on pratique la distanciation sociale. Mais qui dit distanciation sociale ne veut pas dire solitude. Donc, on peut s'isoler de notre côté sans nécessairement se sentir seul. C'est deux choses complètement différentes. L'isolement, c'est le nombre de contacts que tu as avec une personne par jour, tandis que la solitude, c'est plus un sentiment. Donc, je peux avoir presque 0 contact par jour, mais je ne me sens pas seul. Puis à l'inverse, je peux avoir une dizaine de contacts par jour, mais je peux tout de même me sentir seul. Donc, l'idée ici, c'est oui, la personne s'isole, on n'a pas le choix, on pratique la distanciation sociale, mais c'est de trouver des moyens de préserver les contacts sociaux pour qu'elle ne se sente pas seule. Donc, on peut utiliser plusieurs technologies que vous mettez sûrement en pratique, comme FaceTime, les Zooms ou ce genre de technologies-là pour faciliter les contacts avec les autres, surtout les membres de l'entourage. En période de pandémie, les visites sont souvent interdites. Mais ce n'est pas parce que le proche n'est pas là physiquement qu'on doit interdire tout contact. Donc, il y a d'autres façons à distance d'entrer en contact avec son proche et juste le fait d'être en contact avec une personne sécurisante, ça peut être suffisant pour la personne en perte d'autonomie ça peut être suffisant pour qu'elle réduise son niveau d'anxiété et qu'elle se sente mieux. Les thérapies psychologiques, je vais en parler un peu. Ça, c'est plus mon dada aussi. Donc, moi, dans mon laboratoire, nous testons des nouvelles interventions psychologiques pour réduire l'anxiété et la dépression chez les personnes âgées, notamment la TCC. TCC, ça veut dire thérapie cognitivo-comportementale. Donc, c'est une thérapie qui permet à la personne âgée de comprendre le lien entre ses cognitions, ses pensées, ses comportements et ses émotions, donc par exemple son anxiété, et d'essayer de trouver des façons concrètes pour apprendre à gérer tout ça dans le ici et maintenant. Donc, c'est une thérapie centrée sur le présent. C'est une thérapie qui fonctionne très bien avec les patients Alzheimer, avec les proches aidants également. Ici, vous avez les résultats d'une méta-analyse. En fait, ce n'est pas les résultats, là, mais je vais vous les dire, les résultats. Donc, une méta-analyse qui a été effectuée en 2015. Une méta-analyse, c'est une grosse étude qui analyse les résultats de plusieurs petites études. Donc ici, il y avait 6 études contrôlées, randomisées, un total de 439 patients. Et cette méta-analyse-là a trouvé que les thérapies psychologiques, notamment la TCC, étaient efficaces pour réduire l'anxiété chez les personnes souffrant de troubles cognitifs légers, si je me souviens bien, et de la maladie d'Alzheimer.
Donc, peu importe notre niveau d'atteinte au niveau cognitif, ça serait les thérapies psychologiques qui seraient efficaces pour réduire l'anxiété chez ces gens-là. Ce que la recherche démontre, puis on voit ça au niveau de la clinique, c'est que les traitements sont plus difficiles s'il y a une dépression comorbide. Donc, tantôt, je disais que c'est souvent le cas chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer, qu'il y a beaucoup d'anxiété associée à la dépression. Donc, s'il y a seulement de l'anxiété, tant mieux pour vous. C'est plus facile à traiter au niveau psychologique que la présence des deux. Et également, les médicaments. Donc, je veux juste glisser un mot rapidement sur les médicaments. Je ne suis pas médecin, mais c'est important de savoir. En fait, je suis psychologue, puis je connais un peu les médicaments parce que ça fait partie de mon travail également. Mais c'est toujours en dernier recours avec les personnes atteintes de troubles cognitifs, maladie d'Alzheimer, les médicaments pour gérer l'anxiété. Je ne parle pas des autres médicaments pour gérer la maladie d'Alzheimer, mais je fais surtout ici référence aux antidépresseurs, aux anxiolytiques comme les benzodiazépines, l'Ativan, Rivotril, Xanax, Xerax et compagnie. Donc, il faut faire attention parce que ces médicaments-là ont souvent beaucoup d'effets secondaires au niveau de la mémoire. Donc, il y a des risques accrus de chute également, plusieurs effets secondaires indésirables. Donc, il faut vraiment bien estimer les coûts-bénéfices de prescrire ce genre de médicaments-là à cette clientèle-là qui est déjà fragilisée, qui est déjà fragile, qui est déjà en perte d'autonomie. Donc, c'est vraiment en dernier recours. Mais avant de mettre en place un traitement pharmacologique, c'est important d'essayer de mettre en place d'autres stratégies pour réduire le niveau de stress, le niveau d'anxiété des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer. Donc voilà pour ma présentation aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention. J'imagine que vous allez avoir des questions. Si ça ne vous intéresse pas, vous êtes trop gêné, peu importe la raison, de poser les questions en direct, il y a toujours mon adresse courriel ici que vous voyez devant vos yeux, que vous pouvez me joindre, m'écrire un message, puis je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible. Également, j'ai un site web, le laboleader.ca, beaucoup d'informations sur l'anxiété et la dépression chez les personnes âgées. C'est quoi la TCC, c'est quoi l'anxiété, c'est quoi la dépression. Également, beaucoup de liens vers des conférences que j'ai données, des articles que j'ai publiés. Donc, je vous invite à aller consulter mon site web, le site web de mon laboratoire. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Dr. Grenier, pour cette excellente présentation. Je pense que c'était important aussi de bien faire la distinction entre et de tracer la ligne entre l'anxiété, la dépression, l'apathie. Vous l'avez très bien démontré, les symptômes sont très similaires et ce qui explique pourquoi aussi peut-être ça devient plus difficile aussi à diagnostiquer. On a déjà plusieurs questions pour vous. Alors, n'hésitez pas à utiliser encore une fois soit la boîte de dialogue ou encore la boîte de questions-réponses. Donc, la première question, c'est l'anxiété est un facteur de risque ou un des premiers symptômes de la maladie d'Alzheimer? Comment départagez-vous entre les deux? Oui, c'est ça. C'est un peu les deux, je vous dirais. C'est toujours la fameuse question, est-ce que c'est un prodrome ou ça fait partie, c'est-tu un trouble distinct ou un prodrome? Les chercheurs ne s'entendent pas encore aujourd'hui sur cette question-là. Ce que j'ai lu au niveau de la recherche, ce que je vois, c'est que les gens qui sont anxieux depuis très, très, très longtemps, il y a beaucoup d'études qui démontrent, des études longitudinales qui démontrent que ça augmente les risques de développer des troubles neurodégénératifs. Pas juste la maladie d'Alzheimer, mais également la sclérose en plaques ou d'autres types de maladies de ce genre-là. Donc, il y a une augmentation de risque. Puis également, en plus d'augmenter les risques, c'est souvent, ça peut être également un des premiers. En fait, au niveau clinique, c'est ce qu'on voit. Ça fait partie des premiers symptômes qui sont apparents avec le changement d'humeur, changement de personnalité. Donc, c'est souvent ça qui apparaît en premier. Mais de là, est-ce que c'est un trouble séparé? C'est-tu un trouble qui fait partie de la maladie? Est-ce que c'est des symptômes, c'est-à-dire qui font partie de la maladie d'Alzheimer? C'est difficile de départager les deux. Puis, à ma connaissance, il n'y a pas d'études claires. En fait, il y a beaucoup d'études qui se sont intéressées à la question, mais il n'y a pas encore de réponse claire présentement. Le fait, justement, par rapport à ça, le fait que l'anxiété ou la dépression soit difficilement diagnostiquée chez une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, est-ce que ça amène au contraire
à poser un diagnostic de maladie d'Alzheimer alors que ça pourrait peut-être être justement une dépression ou une manifestation de l'anxiété de la personne. Donc, le cas Oui, contraire, là. oui, oui, mais est-ce que ça amènera à poser un diagnostic d'Alzheimer? Là, la question est super bonne. C'est super intéressant parce que je donne souvent des conférences à des conférences grand public à des monsieur, madame, tout le monde, des personnes âgées qui n'ont pas la maladie d'Alzheimer. Puis j'explique les effets du stress sur la mémoire, les effets du stress également sur les émotions. Puis ça fait partie des craintes de ces gens-là hein, d'éventuellement développer des troubles cognitifs. Puis je leur dis toujours, c'est pas parce qu'on a des pertes de mémoire que c'est automatiquement la maladie d'Alzheimer. Il y a des pertes de mémoire qui sont associées au vieillissement normal, vieillissement primaire, notamment au niveau de la mémoire épisodique. Mais puis également le stress. Donc, la personne peut être stressée dans le tapis, puis vivre des pertes de mémoire, des symptômes qui sont similaires à la maladie d'Alzheimer ou aux troubles cognitifs légers, mais sans que ce soit un diagnostic de maladie d'Alzheimer. Donc, effectivement, mais parce que la maladie d'Alzheimer, il y a d'autres symptômes qui doivent être présents avant d'établir un bon diagnostic. Là. Donc, moi, personnellement, je n'ai jamais vu une maladie d'Alzheimer, un diagnostic de maladie d'Alzheimer qui est expliqué par un trouble anxieux. Parce que rendu là, il y a d'autres symptômes, mais j'ai souvent vu un trouble cognitif léger ou un trouble subjectif de la mémoire, surtout. Là. Ça, je ne sais pas si vous connaissez cette nouvelle appellation-là, ou finalement, c'est plus de l'anxiété, un trouble d'anxiété qui n'a pas été bien diagnostiqué. Donc, si on traite l'anxiété, subitement, les pertes de mémoire disparaissent. Donc, la personne qui cotait à 1,5 écart type sous la moyenne selon les normes de son âge au test neuropsychologique X, mais c'est causé par son anxiété. C'est pour ça qu'elle a coté. Donc, il faut faire attention. Le moment du testing également, si la personne est anxieuse, est stressée, si vous ne le savez pas, donc ça peut avoir une répercussion sur les résultats obtenus au test neuropsychologique, puis ça peut biaiser notre interprétation clinique. C'est une excellente question, mais ce n'est pas évident de tout départager ça. Mais chose certaine, c'est que c'est fréquent l'anxiété chez ces gens-là, chez les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. C'est quelque chose qui vient compliquer le traitement. Ça augmente le fardeau, sur les proches. Il y a plein de conséquences qui découlent de la présence d'anxiété comorbide au diagnostic de la maladie d'Alzheimer. Alors, une autre question que vous avez déjà apporté un certain nombre d'éléments de réponse. D'où vient l'apathie chez les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer et que pouvons-nous faire pour réduire l'apathie? Ça, d'où vient l'apathie? Je ne suis pas un spécialiste de l'apathie. Je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Je suis plus un spécialiste d'anxiété, de dépression. Puis je sais qu'il y a des chercheurs qui s'intéressent. Hein, c'est leur champ de pratique, l'apathie. De où ça vient, je ne pourrais pas vous dire. Je ne connais pas les... Le sens de la question, c'est-tu au niveau neuroanatomique, de où ça vient? C'est-tu dans ce sens-là, la question? Parce que si c'est ça la question, je ne peux pas vous répondre. Là. C'est quoi les ondes du cerveau? La personne pourrait, alors à ce moment-là, si elle est encore connectée, peut-être apporter un peu plus de précision à cette question. Une autre question, est-ce que la perte d'appétit ne peut-elle pas préciser la dépression? Oui, bien, la perte d'appétit, ça fait partie des symptômes de dépression, effectivement. Je ne l'ai pas dit tantôt. Là. Oui. Je ne me souviens pas de l'avoir dit, mais oui, ça peut être un symptôme d'anxiété également. Puis il faut faire la distinction entre une perte d'appétit et le refus de manger. Des fois, le refus de manger, comme je disais tantôt, le refus de recevoir des soins, le fait d'arrêter de manger dans des CHSLD. Donc, des fois, ça peut être un symptôme de stress, d'anxiété. La personne refuse de recevoir des soins, incluant le fait de manger. Ce n'est pas nécessairement une perte d'appétit comme on pourrait avoir chez d'autres types de personnes, là, où la personne vraiment ne ressent plus l'appétit, c'est plus une réaction d'anxiété au fait de « je ne veux plus manger ». Donc, je ne sais pas si c'est clair, des fois, ce n'est pas évident de départager les deux, là. Mais si on pense que c'est plus une réaction d'anxiété, il y a de la nouveauté, donc il suffit de traiter l'anxiété, le stress, de réduire le stress, puis l'appétit devrait revenir, puis la personne devrait accepter de manger. D'ailleurs, j'ai lu des articles dernièrement sur les effets du confinement chez ces patients-là, parce qu'il y a plein d'articles qui commencent à sortir, là. Puis le fait de refuser de manger, ça faisait partie des symptômes souvent rapportés sur le terrain par les cliniciens.
Donc, les gens, dû au confinement, dû à la pandémie, vivent un niveau de stress assez intense. Puis, une des réactions qui est souvent observée sur le terrain, c'est des patients qui refusent de recevoir des soins, plus précisément, qui refusent de manger. Bon, j'ai lu ça dans les papiers qui sont sortis dernièrement. Une question peut-être plus spécifique, là. Ma mère se gratte son front sans arrêt. Pourquoi? Là, c'est sûr, c'est une situation bien particulière. Oui, c'est ça. Là, il faudrait que je fasse une bonne évaluation comportementale. C'est pas évident de répondre. Il peut y avoir 56 raisons. Là. À quel moment qu'elle gratte son front? Y a-t-il un déclencheur précis? Donc, il faut vraiment faire on appelle ça une analyse fonctionnelle du comportement. Là. Donc, s'asseoir, regarder la personne, l'observer, prendre des notes. Mais ça peut être une réaction de stress également. Tantôt, je ne l'ai pas présenté, mais il y a des comportements, comment on appelle ça, les comportements problématiques aberrants. Je pense que ça fait partie aussi de la maladie d'Alzheimer. Je ne sais pas si c'est le bon terme en français. Là. Donc, comme les comportements répétitifs, les vérifications excessives, l'errance, ce genre de comportement-là. Donc, le fait de se gratter le front pourrait faire partie de cette catégorie-là, au même titre que vérifier 50 fois sa poignée de porte si la porte est bel et bien barrée. Donc, c'est le genre de comportement qu'on peut voir chez ces patients-là. Puis ça peut être relié au stress, effectivement, mais ça peut être relié à d'autres choses. Donc, c'est difficile de répondre à cette question-là sans avoir évalué la personne âgée. Une autre question qui revient beaucoup par rapport justement aux facteurs de risque ou bien déclencheurs, pour justement apporter peut-être plus de précision. Une personne qui a tendance à être anxieuse et qui n'a pas de diagnostic de maladie d'Alzheimer, est-elle plus sujette en vieillissant à développer des troubles neurocognitifs? Oui, il y a plein d'études qui démontrent ça. C'est pas un lien de causalité, évidemment. Là. C'est comme le fait de fumer. On sait que c'est un facteur de risque pour le cancer du poumon, mais il y a plein de gens qui fument qui n'ont jamais de cancer du poumon. Donc, c'est le même principe avec l'anxiété. On peut être anxieux toute notre vie sans avoir de diagnostic d'anxiété, sans jamais développer des troubles neurodégénératifs, mais c'est un facteur de risque, même s'il n'y a pas de diagnostic précis. Mais la personne est anxieuse, un tempérament plus anxieux, ça fait partie des risques, comme le stress est relié à plein d'autres choses également. Donc, ça diminue l'espérance de vie. Donc, il ne faut pas non plus partir en peur avec ça. Mais l'idée, c'est d'apprendre à mieux gérer son stress en vieillissant. Donc, pas juste en vieillissant, mais dès l'école primaire. Donc, il devrait avoir des cours de gestion du stress, comment prendre soin de soi, comment prendre soin de sa santé mentale pour que la personne puisse mettre en place des bonnes habitudes de vie. Puis plus qu'on commence tôt, plus qu'on prévient l'apparition de maladies qui sont associées au vieillissement, comme les troubles neurodégénératifs ou autres. OK. Alors, on a beaucoup de questions là en même temps. Peut-être je vous demanderai d'y aller un peu plus brièvement. Et puis, s'il y a plus d'informations ou de compléments à donner, de vous envoyer un courriel. Oui. Avec l'approche ciné, la personne dit qu'elle a observé dans son domaine d'expertise et aussi comme proche aidante que d'intervenir en augmentant le contrôle et donc en misant sur les forces de l'individu, on obtient plutôt une augmentation de l'ego de la personne. Alors, est-ce qu'il y aurait des études qui seraient réalisées sur la corrélation entre chacun des ingrédients donc, du ciné que vous avez présenté lors de l'intervention auprès des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer? À ma connaissance, non. Le modèle ciné, c'est pas... je pense que je l'ai mis la source tantôt. Hein. C'est Sonia Lupien. Je ne sais pas si vous connaissez Dr Lupien, qui c'est une grande spécialiste du stress. Puis, donc, elle, c'est sa façon de l'expliquer. Puis, je pense que ce modèle-là vient des États-Unis. Là. Mais je ne me souviens plus comment il s'appelle aux États-Unis. Puis, à ma connaissance, oui, c'est les ingrédients actifs du stress, mais j'ai rien lu qui permet d'établir des corrélations entre ces différents ingrédients. Ce que je sais au niveau de la clinique, c'est que ça prend un seul de ces ingrédients-là. Puis il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres. Hein. C'est là que le fameux, la résilience. Il y a des gens qui sont plus résilients que d'autres, donc qui sont capables d'en prendre beaucoup plus que d'autres. Que la nouveauté, ça les dérange, qui sont capables d'en prendre beaucoup de nouveautés, que l'imprévisibilité, ça les dérange pas trop. Ce que je peux vous dire, selon ce que j'ai lu puis mes observations cliniques chez les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer, c'est des personnes qui sont particulièrement sensibles à ces ingrédients-là.
et que ça n'en prend pas beaucoup pour les faire, pour augmenter leur niveau de stress, en fait. Donc, un seul de ces ingrédients-là est suffisant. Donc, c'est pour ça que l'idée, c'est... Et ce qui est le fun avec ce modèle-là, c'est que le modèle du stress, c'est que c'est un modèle qui permet d'expliquer les symptômes d'anxiété, de dépression, d'agitation, d'agressivité. Donc, qui permet d'expliquer beaucoup de symptômes. Donc, le fait de miser sur ce modèle-là puis d'intervenir à ce niveau-là, c'est une pierre deux coups, finalement. Vous intervenez au niveau du stress, puis indirectement, vous êtes en mesure de réduire beaucoup de symptômes psychologiques comportementaux associés à la démence. Donc, les fameux SCPD, Oui. les symptômes neuropsychiatriques. Donc, c'est une façon d'intervenir parmi tant d'autres. Est-ce que, donc vous avez mentionné également qu'il était bon d'informer la personne de son état et de ce qui s'en venait. Est-ce que ça peut, par contre, contribuer à augmenter l'anxiété, justement, chez la personne, étant donné toute l'incertitude? Et qu'en est-il des personnes dont la mémoire, entre guillemets, disparaît au bout de quelques minutes? Oui, mais c'est pas, moi, j'avoue, c'est pas évident, là. C'est surtout en début de maladie. D'après moi, ça c'est mon point de vue personnel, c'est important de bien renseigner ces gens-là, de faire beaucoup de psychoéducation. Le principe est assez simple. Ce qui n'est pas connu fait habituellement plus peur. Donc, si on ne connaît pas la chose, si on ne connaît pas notre maladie, elle va nous faire plus peur que si on la connaît bien. Mais effectivement, le fait de... On n'est pas obligé d'entrer dans les détails et d'expliquer les derniers stades de la maladie non plus. C'est d'expliquer les premiers stades. On ne se rend pas jusqu'à la mort de l'individu, nécessairement. Donc, parce qu'effectivement, ça peut faire augmenter le niveau de stress de la personne devant nous, mais d'expliquer les premiers stades. Donc, voici ce qui est normal, voici ce qui risque d'arriver, puis voici ce qu'on peut mettre en place pour vous aider. Donc, ce n'est pas juste nommer les symptômes, mais quelles sont les stratégies qui peuvent être mises en place pour vous aider. Voici ce que le proche aidant peut faire. Donc, c'est le genre d'intervention qui permet de réduire le niveau de stress, le niveau d'anxiété. Mais il peut avoir un effet paradoxal, effectivement, d'augmenter le niveau d'anxiété. Tout dépend comment c'est dit, comment c'est présenté. Est-ce que la personne est prête à recevoir cette information-là? Parce que c'est un deuil, la maladie d'Alzheimer. Puis une des étapes du deuil, c'est le déni. Donc, il y a des gens en début de maladie qui sont encore dans le déni. Ils refusent de reconnaître que la maladie est là. Il y a des proches aidants également qui sont dans le déni. Donc, si la personne est à cette étape-là, puis vous essayez de lui transmettre de l'information, c'est certain qu'elle va vous retourner de bord parce que pour elle, elle n'a pas la maladie. Donc, il y a beaucoup de choses à considérer finalement. Pour que la personne soit prête à vous entendre. Puis c'est aussi la façon de le dire, la façon de le présenter. Un cas également plus particulier, une personne qui souffre de la maladie d'Alzheimer et que les services sociaux l'ont placée dans une résidence où il n'y a aucun spécialiste. On interdit à ses visiteurs de parler, de se souvenir du passé. Peut-on considérer une telle situation comme de la maltraitance, étant donné qu'on voit que ses habilités résiduelles disparaissent au cours du temps? Oui, je ne suis pas un spécialiste de la maltraitance. Je m'intéresse un peu à cette question-là, mais sans plus. Écoutez, est-ce que c'est la maltraitance? Je ne pourrais pas vous dire, mais chose certaine, ça me paraît être contre-indiqué comme intervention. À partir de ce que vous me dites, encore là, il faudrait que j'évalue la personne, il faudrait que je vois je me prononce, c'est mon opinion par rapport à l'information que j'ai, mais on sait que le soutien social est super important chez ces personnes-là. Donc, le fait d'interdire tout contact social, le fait d'interdire de se souvenir du passé, on sait, selon les études, selon la clinique, que c'est les souvenirs qui demeurent le plus longtemps, comme j'ai dit tantôt, les souvenirs du passé. Puis il y a beaucoup de gens qui s'en servent en thérapie pour faire vivre des émotions à ces gens-là, des émotions positives et les aider à traverser la maladie. Donc, je ne vois pas pourquoi on interdirait de faire ça. Donc, la résidence a sûrement ses raisons. Là. Je ne peux pas me prononcer pour la résidence, mais un brûle-pourpoint comme ça, rapidement, c'est difficile à comprendre, ce genre de réaction-là. Au niveau des contacts sociaux, là, on est en période de pandémie, donc c'est pas évident. Hein? On sait que le fait, il y a plein d'études qui sortent sur le sujet également, on sait que le fait de pratiquer la distanciation sociale, d'isoler les personnes âgées en perte d'autonomie, c'est la bonne chose à faire pour les protéger, mais à quel prix? Parce qu'on sait également que le fait d'être isolé socialement augmente le déclin cognitif, la vitesse du déclin cognitif. Donc, il y a des études qui sortent là, sur le sujet
continue de sortir dernièrement. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Donc, oui, il n'y a pas d'autre chose qu'on peut faire pour protéger ces gens-là. Mais en même temps, le fait de les mettre en quarantaine, ça peut augmenter la sévérité des symptômes neuropsychiatriques, la sévérité des symptômes cognitifs. Donc, et comme je disais tantôt, c'est important de faire la distinction entre isolement et solitude. Donc, on peut peut-être les isoler, les mettre en quarantaine, mais préserver malgré tout les contacts sociaux via des moyens technologiques. Je pense que c'est important de miser là-dessus présentement pour ne pas laisser ces gens-là dépérir tout ça dans leur coin. Oui. Parce qu'ils risquent d'avoir... Mais là, on est là-dedans, on est dans la deuxième vague. Donc, il y a des études à faire dans les prochaines années pour mieux comprendre les séquelles de tout ça. Est-ce que vous pourriez approfondir également justement la dernière notion que vous avez présentée, à savoir les thérapies psychologiques, la TCC? Oui, approfondir. Vous donner plus d'informations. Oui, mais écoutez, la TCC, ça c'est moi je pratique, là, tantôt, ça a été dit en début de conférence, j'ai cofondé l'année passée la clinique Bien Vieillir. Donc, je reçois chaque vendredi après-midi des personnes âgées, là. Donc, la moyenne d'âge de mes clients, c'est 85 ans et plus. Beaucoup d'interventions à distance présentement, parce que à cause de la pandémie, donc ça se fait au téléphone, on peut intervenir à distance, puis c'est quand même assez efficace. Donc, la TCC, c'est le modèle que moi j'utilise, qui est recommandé pour traiter l'anxiété chez les personnes âgées. Un des modèles psychologiques. En psychologie, il existe plusieurs écoles de pensée. Donc, la psychanalyse, l'approche analytique, l'approche humaniste et la TCC. Donc, TCC, c'est une thérapie centrée sur le présent. C'est qu'on cherche, comme je disais tantôt, à comprendre le lien entre les cognitions, donc comment la personne se parle. Par exemple, si moi, je me dis, lorsque je vais sortir dehors, je vais tomber. Donc, si je me répète constamment ça dans ma tête, je vais vivre des émotions désagréables, de l'anxiété. Et mon comportement, ça va être éviter de sortir parce que je ne veux pas tomber. Donc, en TCC, on essaie de comprendre tout ça puis de changer le pattern. Donc, au lieu de se parler comme ça, qu'est-ce que la personne pourrait se dire pour s'encourager? Et au lieu d'éviter la situation, c'est d'y aller. On fait de l'exposition par étapes. Donc, on appelle ça de l'exposition progressive. Donc, vous voyez, c'est une thérapie très, très, très concrète, centrée sur le présent et à moyen court terme, court ou moyen temps, je devrais dire. Là. Donc, une dizaine de rencontres, des fois, c'est suffisant pour régler certains problèmes. Puis c'est ce qui est apprécié chez les personnes plus âgées. Donc, ces gens-là, des fois, ne veulent pas s'investir dans une thérapie qui va durer pendant des années, de 90 ans. Donc, tu ne prévois pas nécessairement être en thérapie pendant 5 ou 10 ans. Là. C'est facile à comprendre. Donc, c'est pour ça que les gens accrochent beaucoup à ce modèle-là, les personnes âgées. Puis c'est une thérapie qui est particulièrement appréciée. Et le fait que ça soit centré sur le présent également. Donc, oui, on cherche à comprendre le présent à partir du passé, mais ce n'est pas le passé comme... donc, ce n'est pas un retour dans l'enfance. Donc, ce n'est pas le genre d'intervention qu'on fait en TCC. Parfait. Thérapie cognitivo-comportementale. Ça veut dire TCC. Non, c'est bon. Peut-être je vous pose là une dernière question. Là. C'est vraiment les échanges ont été très enrichissants. Vous avez mentionné justement la médication dans la prise en charge comme un moyen de prise en charge justement de l'anxiété et des symptômes comportementaux et psychologiques associés à la maladie d'Alzheimer. Le Québec est justement dans cette démarche pour diminuer ou pour en tous les cas favoriser une utilisation appropriée des antipsychotiques en CHSLD. Donc, c'est une très bonne chose. Ça a aussi des impacts au niveau des benzodiazépines. Mais qu'en est-il du domicile? On reçoit encore beaucoup de personnes, surtout des proches aidants, qui nous disent ma mère, mon père fait de l'anxiété. Et puis, quand je commence à parler avec eux, je me rends compte qu'il n'y a pas un, pas deux, parfois 3 antipsychotiques, des benzodiazépines et il n'y a pas de remise en cause non plus de cette médication-là. C'est supposé être prescrit sur un laps de temps donné, mais malheureusement, ça continue à perdurer dans le temps. Et donc, forcément, l'efficacité de ces médicaments n'est plus là. Alors, comment est-ce qu'on peut agir plus efficacement à domicile? Parce qu'il y a des choses qui se passent dans les milieux d'hébergement, mais malheureusement encore très peu à domicile. Et donc, forcément, ça devient une pratique qui continue à perdurer. Écoutez, je pense, c'est qui prescrit ces médicaments-là à domicile? C'est les médecins. C'est les médecins.
Donc, il faut faire beaucoup d'éducation auprès des médecins, leur donner d'autres moyens. Le médecin, c'est le spécialiste des maladies, c'est le spécialiste des médicaments. Donc, c'est tout à fait normal que le médecin utilise ses outils. Comme moi, je suis psychologue, j'utilise la psychothérapie, c'est mon principal outil. Donc, tout à fait normal. Mais dans certains cas, effectivement, c'est plus approprié. Puis, moi, je pense qu'il ne faut pas non plus mettre la faute sur les médecins. C'est que le médecin n'a pas nécessairement d'autres moyens pour intervenir. Parlons juste des personnes âgées sans troubles cognitifs. Là. Monsieur a 70 ans, est en bonne santé, aucune perte cognitive, sauf d'anxiété. C'est très difficile au Québec présentement de trouver des ressources en psychologie pour se faire traiter. Des milieux spécialisés en santé mentale, vieillissement, ça n'existe pratiquement pas. Les médecins ne sont pas au courant. Des fois, la dépression est mise sur le dos de la vieillesse. Donc, la personne n'est pas déprimée, c'est juste son âge. Donc, des fois, on peut entendre ça provenant de la bouche de médecins ou d'autres professionnels. Donc, ce n'est pas juste les médecins. Beaucoup d'agistes, finalement, auprès des professionnels de la santé. Donc, si moi, je pense que ce n'est pas une dépression, ce n'est pas de l'anxiété, c'est juste son âge, je ne vais pas traiter ça. Et même si je veux le traiter, je n'ai pas d'autre option. Mettons que je suis médecin, je veux le traiter, je n'ai pas d'autre option, malheureusement, facilement accessible qu'un médicament. Donc, puis souvent, puis des fois, c'est le patient âgé qui veut un médicament. Donc, il arrive dans le bureau du médecin, puis donnez-moi quelque chose, docteur, pour que je me sente mieux. Donc, il y a de la pression de part et d'autre. Le proche aidant, également, veut que son père se sente mieux. Donc, donnez-y un médicament. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire, beaucoup. Mais c'est pour ça que je donne beaucoup de conférences sur la question, sur le sujet, parce que je veux dire aux gens qu'il y a d'autres choses que les médicaments. C'est un milieu, la psychogériatrie, présentement, ça se développe au Québec. Là. Il y a moi, psychologue clinicien spécialisé en vieillissement. Il y en a d'autres psychologues cliniciens spécialisés en vieillissement. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a de plus en plus de gens qui s'intéressent, des futurs psychologues qui s'intéressent à ce champ de pratique. Donc, j'imagine que dans les années à venir, ça va se développer davantage. Comme il y a d'autres provinces au Canada, là, que l'expertise de psychogériatrie pour les psychologues, c'est une expertise qui est reconnue en part entière. C'est écrit sur ton diplôme. Au Québec, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'université qui offre une spécialisation appelez ça comme vous voulez, en psychogériatrie ou en gérontologie, en psychologie de la personne âgée, je ne sais pas comment l'appeler, appelez ça comme vous voulez. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas de département au Québec qui offre cette spécialité-là. Pourtant, on est la province la plus âgée au Canada, hein, vous le savez déjà. Donc, les personnes vieillissent, deviennent de plus en plus âgées. Donc, ça a déjà été fait ailleurs au Canada. Donc, je ne verrais pas pourquoi on ne pourrait pas mettre ça en place au Québec. Mais est-ce que le besoin est là? Le besoin est criant. Les gens ont besoin d'autre chose que des médicaments pour gérer leur stress, leur anxiété en vieillissant. Excellent. Alors, d'ailleurs, juste pour continuer là-dessus, chaque vendredi après-midi, en fait, à 14 heures, on offre une classe virtuelle de yoga sur chaise. C'est du yoga adapté pour les personnes atteintes et pour les proches aidants. On mise beaucoup aussi sur la participation des personnes atteintes. Donc, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y inscrire et surtout à inscrire vos proches atteints de la maladie d'Alzheimer parce que c'est également un moyen de réduire l'anxiété, comme nous l'a très bien présenté Dr. Grenier. Alors, merci beaucoup pour cette excellente présentation. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui pour vos questions aussi qui ont permis d'animer cette discussion. Le webinaire est enregistré, donc vous allez recevoir d'ici la fin de la journée le lien vers l'enregistrement. Également, je vais vous faire parvenir une courte évaluation si vous pouviez justement y prendre part parce que on est à la fin de l'année, donc ça suppose aussi que je planifie les prochaines conférences donc à partir de janvier 2021 et puis forcément vos commentaires vont me permettre à mieux cibler les sujets à présenter. Et puis, enfin, dernière chose, donc le prochain webinaire des conférences mémorables sera donné si je ne m'abuse, le premier mercredi du mois, donc c'est le 4 novembre prochain. Il sera présenté par Dr. Véronique Dubé, qui est spécialiste de la proche aidance. Et puis, on en profite étant donné que ça va être la Semaine nationale des proches aidants. Donc, pour aborder ce sujet-là. Alors, si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à le faire. Et puis, sur ce, je vous souhaite une excellente fin d'après-midi. Merci encore beaucoup, Dr. Grenier, pour votre présentation et votre participation.
Et puis, au plaisir de vous compter parmi nous encore la semaine prochaine, le mois prochain. Entre-temps, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci à tous. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.